Eh bien, bonjour à tous. Excellent samedi matin. Nous sommes le samedi 17 novembre et vous regardez Canal. Et ce matin, c'est la matinale, forcément. Et aujourd'hui, sur le plateau, d'abord, Jawdet Gessouma. Il est organisateur de d'une exposition de peinture. Jawdet Gessouma, l'auteur, l'artiste peintre, le photographe, le membre du jury de pas mal de festivals. Il sera avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette expo de peinture. Expo de peinture d'Arskel Arbi. Alter Ego à la galerie Espaco. Ça se passe avec Jawdet et on en parle ce matin sur ce plateau. Salah Mounir Ziani, il est organisateur de la conférence de presse intitulée Jeux d'échecs et son impact sur le cerveau. La conférence de presse donc sera expliquée, racontée, mais surtout l'événement aussi sera relaté par Salah Mounir Ziani ici sur ce même plateau. Il s'appelle Jalil Meraska, vous le voyez tous les samedis sur le plateau de Canal d'ailleurs et dans la matinale. Jalil Meraska, nutrition du sport et fitness, évidemment, il est coach en nutrition du sport. Avec lui aujourd'hui, on va revenir sur une nouvelle thématique, régime alimentaire et activité sportive. On va vous détailler un peu tout cela tout à l'heure avec lui. Il y en a une qui fait son retour aussi sur le plateau, elle s'appelle Lydia Ladjouzi. Elle est artisane, elle adore la peinture sur verre, notamment entre autres. Et elle va nous parler d'une exposition, le marché du Maoulid. Elle aussi, ça ne se passe pas à Riyad El Feth, mais ça se passera plutôt dans un grand hôtel en plein cœur de la capitale. On enchaînera pour finir avec Maya Amrani qui nous parle d'artisanat, et Hakim Keshroud pour les rendez-vous sport. Voilà, ça va être rapide, speed, avec beaucoup de thématiques qu'on va discuter ensemble. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous voir ce matin en direct avec nous, et ça nous fait plaisir de vous garder avec nous jusqu'à 10h30 notamment. Sans plus tarder, c'est la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo de ce matin, c'est avec vous, Frédéric Cher. Frédéric, bonjour. Bonjour à vous Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui donc, le temps restera variable, encore des pluies assez marquées au Sahara central, au Sahara oriental. Le temps sera donc nuageux aussi à l'intérieur avec possibilité de quelques faibles pluies à l'intérieur centre et est. Un ciel chargé de nuages près des côtes ouest avec là aussi, il y aura de la pluie à partir de l'après-midi. À noter du soleil près des côtes centre et est malgré la présence de quelques nuages qui lui feront de l'ombre au courant de cette journée. Les températures, sans plus tarder, voici les températures prévues par Météo Algérie. Les voici donc aujourd'hui, elles restent de saison. On attend un maximum de 20 degrés à Tlemcen, à Oran, Alger, à Nabas, Kikda. Il fera 15 degrés à Guelma, 17 à Sétif, Relizane, 19 à Tizi Ouzou sur la partie sud, 19 aussi pour la wilaya de Biskra, 23 à Gardaya, 22 à Béchar, 25 à Tindouf, Ain Salah et enfin un maximum de 35 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin au continent européen. Eh bien aujourd'hui il fera beau à Paris, à Londres aussi, à Bordeaux, à Dublin, à Berlin, Prague. De la pluie mêlée à de la neige est prévue aujourd'hui à Bucarest. Un ciel souvent voilé, parfois même nuageux et pluvieux. Cette fois-ci pour Athènes, côté température 14 degrés vers le sud. À Athènes 17, à Rome 14 aussi sous la pluie à Marseille, 15 à Madrid, 18 à Lisbonne et enfin 8 à Copenhague. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h39. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre présence. Excellente matinée avec vous, Mahrez. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, c'est l'hiver qui tarde à arriver ce matin. À midi prochain rendez-vous, ça se passe toujours avec Frédéric Elchir. On va commencer l'émission, nous allons entamer l'émission en musique avec Ed Day et on se retrouve juste après.
Ah, le clip vous a plu, c'est ça? Ah ouais, super, J'étais très en train bien de vous... fait. Ah ouais? Ben ouais, super. Vous aimez bien la 2D, quoi. Oui. Vous aimez tout, vous. Hein? C'est Quand ça. c'est bien fait, oui, pourquoi pas, bien sûr. Jawed Gessouma sur notre plateau ce matin. Alors Jawed, votre actu elle est pleine. Bon, on va commencer, on va survoler rapidement. À l'occasion du SILA, on vous a croisé. Oui. Vous y étiez présent en force cette année avec 2 ouvrages, Salima Swakri, la biographie. Ceinture noire sur cœur blanc. Ouais. Ça a plutôt bien fonctionné, le public était présent, ça fait Voilà, un plaisir. gros public qu'elle entretient pas mal sur le digital. Oui, et aussi Constantine, un regard un peu personnel porté sur cette ville qui est multimillénaire. Ouais. Sorti chez qui? Chez El Bayazine, les D'accord. éditions El Bayazine. Les 2 ouvrages? Les 2 ouvrages, oui, et un troisième où j'ai collaboré qui s'appelle Istanbul. Et Ouais. c'est un lien entre la Turquie et l'Algérie. Et c'est aussi un très bel ouvrage réalisé par M. Hussein Sederi, qui est une sorte d'artisan de l'édition qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, En quoi? travaille. Qui sort de l'ordinaire parce que cette maison d'édition est un peu alternative. Donc elle fait des choses très esthétiques, très portées sur le culturel, le sportif Ouais. d'exception, toutes ces choses-là. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes le commissaire d'une exposition. Le curateur. C'est un peu plus glamour comme le curateur de l'exposition. Ah, vous Oui, préférez. commissaire, effectivement. Oui. D'accord. Voilà. C'est de l'humour, hein. Bon, Bien après, sûr. c'est Jawed Gessouma. Alors, c'est l'espace Espaco qui va accueillir cette exposition. Arsqi Larbi, Alter Ego. Ouais, Alter Ego. Une Alors très belle exposition. Ah, juste la petite question très basique. Un commissaire sur une expo, c'est... Ça fait la scénographie, ça fait les textes, ça choisit les œuvres, ça aide, ça accompagne l'artiste comme nous sommes là, ça conseille, ça voilà, et puis ça accompagne aussi, ça fait la médiation avec le public, avec les journalistes, pour faciliter, si vous voulez, l'accès à l'artiste, surtout quand il est un peu confidentiel, quand il est voilà. Ouais. Arsqi Larbi et vous? Arsqi Larbi c'est pas une rétrospective, ouais, c'est un travail qui est très intéressant. C'est des épures, ce qu'on appelle des épures. Et il travaille beaucoup sur des effets comme la gravure, les arts de ce qu'on appelle les arts de l'estampe et tout. Donc là, il nous présente une série de portraits qui sont faits à la main. C'est encore un artiste qui travaille à la main, qui n'utilise pas les tirages, toutes ces choses-là aujourd'hui qu'on voit un peu partout et qui quand même faussent un tout petit peu la lecture. C'est une proposition esthétique qui est très très importante dans l'histoire de l'art de l'Algérie, puisque l'Arbi Arsqi appartient à une séquence de l'histoire de l'art qui est quand même héritière des passages ici à Mkhadda, après Salah Malek, Zoubir, et donc il a fait partie un peu de cette mouvance, hein, de ce mouvement historique d'histoire de l'art. Et donc c'est intéressant de voir aujourd'hui ce qu'il a de nouveau à proposer, parce que c'est un personnage qui appartient vraiment d'une manière fondamentale, comme Abdel Wahab Moukarani, qui était d'une force terrible. Et aujourd'hui, on a un travail d'Arsqi Larbi qui est puissant, donc c'est intéressant à découvrir. Votre première rencontre avec lui, c'était quand? C'était où? Ah, là, je connais, je pense, depuis à peu près 28 ans, 29 ans. Ouais, c'est quand même Atelier Martinez, où l'Arbi nous a souvent accompagnés par ses conseils. C'est un peu le grand frère, un grand frère, et qui nous a souvent accompagnés quand on faisait des actions avec tous les jeunes talents de l'époque. Rachid Nassib, Majid Gmrod, Karim Sergoua, Ali Dilam d'ailleurs aussi, plein de gens, Nadia Spaïs, Khaira Slimani, Mermet Haran. Il y avait toute une jeune énergie comme ça artistique qui faisait des actions dehors, qui faisait des choses à l'école des Beaux-Arts, qui faisait des choses un peu sur toute l'Algérie. C'était important comme... Excusez-moi. À vos souhaits. Merci beaucoup. Je souhaite tant de choses. Je vous en souhaite quelques-uns. Merci. Je vous laisse un petit coin pour vous. Merci. On va voir quelques images que vous pourrez commenter. Alors, on me dit, on va les passer. Tu peux les passer sans me le dire. On va directement les commenter. Est-ce qu'on les a? Ces fameuses images.
Alors, Alter Ego, donc c'est à partir d'aujourd'hui, ça faudrait le dire. Oui, alors C'est à jusqu'au partir de 1er 15 décembre. heures, voilà, jusqu'au 1er décembre, et le public est cordialement invité à l'ESPACO, qui est l'espace qui accueille et qui a produit aussi cette expo. Donc, il y a eu quand même du mécénat sur cet événement. Et voilà, donc il y a une série de portraits assez colorés sur certaines parties, sur d'autres parties qui ne sont pas très colorées, mais faites avec des craies d'art, avec de la peinture, sur des compositions un peu... Il y a aussi un hommage un peu comme ça, évanescent sur Abdelwahab Moutarani, Oui. qui a disparu prématurément et qu'on regrette beaucoup, puisque c'est un artiste qui était aussi dans une séquence historique de l'histoire de l'art algérienne qui sont importantes. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on réécrive un peu cette histoire avec des valeurs esthétiques, des valeurs théoriques et tout, et c'est très très important. C'est pour ça que ces événements-là sont importants et qu'ils sortent bien sûr de l'ordinaire. Alors, pour la scénographie d'Al-Srel Arbi, vous avez opté sur quoi? Vous avez été inspiré par quoi? Il y a J'ai été inspiré par son côté épuré, justement. Oui. Comme c'est des épures, c'est un travail qui est fait comme ça très très manuel et en même temps très bien réalisé, mais en même temps très épuré. L'Arbi a un travail qui est minimaliste. À la limite, on ne sait même pas si c'est peut-être pas un japonais dans sa philosophie de création. Il est très minimaliste, donc on a vraiment aéré son exposition. Il y a énormément d'œuvres, il y en a un peu plus de 65, avec des installations qu'il a ramenées directement de chez lui. C'est-à-dire on a retranscrit l'environnement dans lequel il travaille tous les jours dans cette galerie. Donc il y a des installations assez particulières. Il y a un petit mobilier qu'il a utilisé pour illustrer un peu son vécu. Donc il y a un hommage à Baya, il y a un hommage à Mokarani, un autre à son travail de l'époque des années 80, et tout ça dans un mobilier que le public verra in vivo, comme on dit. Et il y a une série aussi de portraits qui sont réalisés avec des encres, il y a beaucoup de plumes. Donc on revient, si vous voulez, à une séquence historique. Et c'est bien de découvrir un artiste qui travaille encore à la plume, qui travaille encore au pinceau, qui travaille avec des collages assez spécifiques, des choses très sensibles, très fines. Et c'est intéressant. Même les formats ne sont pas des grands formats qui sont là pour essayer de vous séduire à tout prix. C'est vraiment un travail sincère, une démarche assez intéressante et honnête. L'éthique artistique y est, c'est très très... Et pour ce premier jour, pour ce vernissage, que va-t-il se passer? C'est aujourd'hui. Beaucoup de discussions, Oui. des « ah, c'est beau », d'autres « oh, j'aime pas des petites discussions un peu petites bourgeoises et tout, comme dans tous les vernissages. Je parlais plus On va pas se mentir. Je parlais plus du programme peut-être artistique qui est prévu. Non, le programme artistique, c'est qu'on va faire quand même une visite guidée, enfin guidée, informelle bien sûr, et un peu traduire en mots ce que du moins essayer de ce qu'a fait, c'est-à-dire on va essayer de transcrire, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une proposition esthétique qui est très très particulière. Donc on va essayer quand même d'accompagner nos amis du public et leur transcrire justement un peu le sens, l'essence même de cette expo. Un artiste pour illustrer le tout ou pas? Un artiste? Ouais, un musicien. Non, pas, dans le silence, pas spécialement. Dans le silence, dans le brouhaha. Non, dans le brouhaha du public qui lui-même animera cet événement. Bon, je vous souhaite bonne chance. Merci. L'expo-vente, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Voilà, en espérant ça fera toujours du bien à l'artiste. En espérant que ça cartonne pour Al-Srel Arbi. Merci, j'espère. Ça se passe du 17 novembre jusqu'au 1er décembre prochain. Ça se passe à l'espace Espaco et c'est le rendez-vous peinture du jour, art plastique du jour, Alter Ego, l'exposition d'Al-Srel Arbi. Et donc du coup, exposition visible jusqu'au 1er décembre prochain. Merci Jawded Ghessouma. Merci à vous. Vous reviendrez pour parler de vos livres? Oui, évidemment. Je peux faire une suggestion, juste parce que pour une
vous en pour une prie. fois, vous n'arrivez pas avec un livre. Donc, du coup, je vais vous dire ce que j'ai dit absolument à pratiquement tous les auteurs. Mais pour vous, ça va être plus bénéfique si vous revenez avec vos livres. Est-ce que vous pourrez nous les envoyer quelques jours avant, qu'on ait le Oui, temps de les lire? avec plaisir. Non, bien sûr, ça Parce que cette année, le SILA a été marqué par des envois massif. d'auteurs. Non, d'auteurs. Ah, d'auteurs sans, Sans les les livres livres. qui vont avec. Non. Alors, du coup, l'interview. Promis, était je très- vous les enverrai avant. Il n'y a pas de On souci. pourra les lire pour en Oui, discuter bien sûr, par la suite. avec plaisir. En tout cas, on se fera un plaisir de vous recevoir Avec pour vos deux ouvrages notamment, même s'il y en a trois en réalité. Salim Assou a écrit la biographie. Alors, Ceinture Noire Cœur blanc. sur Cœur Blanc, l'ouvrage sur Constantine, paru aussi chez Bayezine, et puis l'autre ouvrage, c'est sur Istanbul. voilà, sur Istanbul. Merci encore. Merci à vous. d'avoir été Merci. là. Allez, quant à nous, Farid Hamdi, elle nous dresse le portrait de qui? De Farid Atroun. On se retrouve juste après. Farid Atroun à découvrir. Allons-y. Une série très insolite attire la curieuse attention du visiteur par la large gamme d'objets. Créée par l'artiste Farid Atroun, sur la base d'une collection de galets ramassés à main nue, sur les rivages qu'offrent les côtes de Béjaïa et sur le littoral de la ville de Cherchell. Ce travailleur infatigable a trouvé dans sa passion des cailloux de toutes sortes, une occupation à plein temps. Le galet et moi-même, c'est une histoire vraiment très très ancienne puisque je suis né à Sidaïch où l'oued de Soumam passait jusqu'à se desservir à Béjaïa. Et comme pour aller à l'école, je traversais sur ces galets-là. Au retour, c'était la même chose. Et un peu plus tard, lorsque j'avais peut-être 7 ou 8 ans, je fais ma première excursion. Et là, j'ai atterri à Sokhosni. Là, c'était la mer, la Grande Bleue, beaucoup de galets, beaucoup de choses. Mais alors, ça m'émerveillait puisque c'était pas du tout les mêmes couleurs, c'était pas du tout les mêmes formes, c'était pas du tout la même eau. Mais j'étais là, émerveillé. Et puis un peu plus tard, lorsque j'ai grandi aussi, je me suis retrouvé pour mes études supérieures à Boumerdès. Et Boumerdès, j'avais ma classe et le côté où j'étais assis donnait directement avec la mer, le sable, encore des galets, encore la mer. Et même lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvé aussi avec un autre contact, c'était Tipaza. Un atelier pour enfants, et dans cet atelier pour enfants, c'est justement pour pouvoir mettre en relation les enfants en deux paliers, de 5 ans à 10 ans et de 11 ans et plus. 5 ans à 10 ans, c'est pour leur permettre de libérer un petit peu tous ces enfants du virtuel, parce qu'on ne pourra pas leur demander d'arrêter, mais au moins une pause, et de les ramener à toucher la matière. Et même, donc, tous ces kits que je prépare sont faits à travers justement ce qu'ils connaissent, le numérique. Donc, lorsqu'il va voir des photos qu'il connaît et la matière, et là, il va y avoir des combinaisons donc, entre la matière elle-même et les planches que je vais lui remettre, mais cette fois-ci, c'est qu'il le fera lui-même.
séparé deux recherches, l'une qui allait dans les us et coutumes et l'autre qui allait dans le sens des sites et monuments. Dans les us et coutumes, c'était pour moi de faire une passerelle entre un passé récent et nous-mêmes, et même mes enfants, comme on leur expliquait comment j'ai grandi, comment nos grands-parents ont grandi. J'ai fait vraiment pas mal de recherches pour retrouver toutes ces anciennes photos qui me donnent des scènes de vie très chaudes, authentiques, vraies, simples. Et grâce au numérique, à la photo, au Photoshop, je leur donne une autre façon, une autre expression en ajoutant des éléments tels que le galet, tels que le bois, tels que certaines petites choses comme ça, des brindilles et tout. Les formes d'art proposées sont douces. Les objets décoratifs trouvent les conformations de galets aux apparences épurées. Le travail de l'artiste est une réussite absolue. L'artiste raconté par le regard de Farid El-Hamdi, Farid Atroun ce matin sur Canal. Et dans la matinale, on va parler de cette fameuse conférence qui va avoir lieu aujourd'hui à Burj Al Kifan. Pour en parler avec nous, Salah Mounir-Ziani, bonjour. Alors vous êtes l'organisateur de cet événement intitulé Jeux d'échecs, son impact sur le cerveau. On en parle d'ailleurs avec vous, ça va se passer cet après-midi 13h30 à l'ISGP à Burj Al Kifan. Oui. C'est votre premier événement? C'est pas notre premier événement. Nous avons organisé plusieurs événements autour des jeux d'échecs, à savoir des tournois, des stages. Et là, ce sera notre première conférence autour des jeux d'échecs, oui. Alors, c'est organisé par Injaz Events, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. En partenariat avec la Fédération algérienne des jeux d'échecs. Oui, donc Injaz Events existe depuis 4 ans et la Fédération de jeux d'échecs, on va organiser en collaboration avec eux cette conférence au niveau de l'ISGP. Oui. Que va-t-il se passer pendant cette conférence? De quoi va-t-on parler? Donc cette conférence, il y aura 3 conférenciers, 3 intervenants. Le premier va parler de la mécanique cérébrale autour des jeux d'échecs, la mémorisation, la concentration. Oui. Le deuxième conférencier parlera des jeux d'échecs comme outil thérapeutique, à savoir détecter l'autisme, aider les enfants autistes à mieux s'intégrer avec d'autres enfants. Et la troisième, ce sera ce qu'un joueur de jeux d'échecs peut prendre comme médicament ou ne peut pas prendre. À savoir des produits. Ce qu'un joueur de jeu. Quand on appelle ça, c'est plus est-ce que des produits sont dopants ou pas. Est-ce qu'il existe le dopage dans les jeux d'échecs? Oui, ça existe, bien sûr que ça existe. Les jeux d'échecs, c'est un sport assez physique, donc on a besoin de produits dopants et on va expliquer qu'il y a des produits qui sont interdits et des produits qui sont autorisés. D'accord. Oui. Et on se dope dans les jeux d'échecs? Oui, on se dope dans les jeux. C'est quoi? C'est pour rester concentré? C'est pour rester concentré, c'est pour rester éveillé et pour pouvoir rester pendant 5 heures assis dans une table, autour d'une table, à essayer de se concentrer sur un coup et tout. Donc tout ça, il faut des vitamines et aussi d'autres choses qui sont interdites malheureusement. Alors, 3 intervenants, 3 experts, ça se déroulera cet après-midi. Les jeux d'échecs, on en parle toujours avec vous. Vous-même, vous êtes pratiquant, vous pratiquez les jeux d'échecs? Oui, au niveau amateur, je pratique les jeux d'échecs et je pratique ça depuis 6 ans. Donc, et nous avons aussi une école de jeux d'échecs qui forme de nouveaux apprenants et d'Inch'Allah de nouveaux champions pour les années prochaines. Il se situe où le niveau en Algérie? Le niveau en Algérie, c'est le meilleur en Afrique. Donc, pour vous donner juste un exemple, les championnats arabes et les championnats africains, il y a eu les championnats arabes qui se sont déroulés au mois d'octobre. Sur 32 médailles, l'Algérie en a gagné 17. 17 alors que le monde arabe est assez grand et le monde africain est assez grand. Donc, pour les moins de 8 ans, il y a eu la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze qui ont été remportées par des Algériens. C'est quoi? On est les meilleurs chez les jeunes catégories, c'est ça? C'est les jeunes catégories et chez les adultes, on est deuxième. On est après l'Égypte. D'accord. On est après l'Égypte et c'est ça aussi le but de cette conférence, c'est de passer un cap. C'est vrai qu'on est les meilleurs dans le monde africain et le monde arabe, mais il faut passer un cap et se rapprocher de plus en plus au niveau international. Et le niveau mondial, c'est qui c'est les Chinois. Ah, c'est les Chinois.
c'est les Chinois, mais le champion du monde est un Norvégien. Justement, il y a le championnat du monde en ce moment qui oppose un Norvégien et un Américain. Mais qu'est-ce qui fait que chez les jeunes catégories, on est parmi les meilleurs, et dès qu'on arrive en senior, chez les adultes, on perd une place, voire deux, peut-être trois. C'est quoi? C'est l'abandon des athlètes, on les appelle les athlètes? On appelle ça des athlètes, des échéphiles. Des échéphiles ou des... Ouais. Donc, un peu le petit souci, c'est les moyens. Ouais. Dans les petites catégories, on peut mettre les moyens qui ne sont pas aussi élevés pour avoir le meilleur niveau. Mais plus on s'élève vers l'âge, plus ça coûte de l'argent de former des grands joueurs de jeux d'échecs. Et c'est ça un peu le petit problème entre les Égyptiens et les Algériens. Et c'est ça aussi le but de cette conférence, c'est amener des gens qui ne sont pas vraiment autour des jeux d'échecs, les amener à s'intéresser aux jeux d'échecs. Des sponsors, des médecins, des directeurs d'école et tout. C'est un peu le but de cette conférence. C'est surtout le but de cette conférence. D'accord. Vous avez viré ma dernière question. Vous avez parlé de l'objectif de votre conférence, vous finissez avec. Donc du coup, le but, c'est de fédérer un maximum de monde, d'avoir un maximum de personnes qui s'intéressent aux jeux d'échecs, oui. On peut adhérer à la fédé à n'importe quel âge? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon, donc ça va de 5 à vos souhaits. Merci beaucoup. À 77 ans, on peut adhérer à cette fédération. Magnifique. Et on peut intégrer de nombreux clubs autour d'Alger et en Algérie. Ouais. Votre dernière compétition, elle date de quand, vous? Donc ma dernière compétition, c'était la semaine passée. J'ai participé à un tournoi organisé par le club Politique Leaders au niveau de Polytech, qui a organisé un tournoi universitaire. J'ai participé à ce tournoi. Et vous avez fini combien? Je suis arrivé 4e. C'est pas mal. Vous étiez combien? On était 25. C'est quand même... C'est quand même pas mal. Le gars se disait modeste amateur. En fin de compte, il finit 4e dans un tournoi à 25 athlètes. 25... Et Sheffield. On dit comment? Et Sheffield. Et Sheffield. Voilà. Je vous souhaite bonne chance. Merci à vous. On retrouve toutes les infos sur Internet? Oui, vous trouverez sur notre page Injaz Event, vous trouverez le lien de cet événement ou directement la conférence, les jeux d'échecs et leur impact sur le cerveau. Donc, donc je vous remercie, Monsieur Rabia, de l'invitation et je remercie Canal Algérie de la gentillesse qui m'a été En tout cas, vous êtes chez vous. Si vous avez quoi que ce soit, vous revenez. Ce sera avec plaisir. Merci à vous. Et ce sera une joie de partager ces quelques minutes ensemble. Salah Mounez Yanir, organisateur de cette conférence intitulée « Jeux d'échecs et son impact sur le cerveau ». Vous évoluez au sein de Injaz Event et vous êtes partenaire avec la Fédération algérienne de jeux d'échecs sur cette conférence ISGP cet après-midi, Bourget Kiffen, à 13h30. Merci encore. À vous. Allez, quant à nous, on va revenir sur l'inauguration de la 2e édition du prix Abdelkrim Dali avec Nassima Ibloul. On se retrouve juste après. C'est avec la sensibilité et la sérénité de Nouba Mezmoum que s'est lancée cette 2e édition du prix Cheikh Abdelkrim Dali, le fédérateur des écoles de musique andalouse. La fondation veut que le Cheikh Abdelkrim Dali n'appartienne pas seulement aux Algériens, car ses limites dépassent les frontières algériennes et que la personnalité du maître ne peut être que maghrébine par excellence. On voulait cette fois que la manifestation soit une fusion culturelle et lui donner un cachet purement maghrébin. Abdelkrim Dali avait plusieurs initiatives, aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Il était lui-même intermédiaire entre les deux pays. Il travaillait sur le même genre que ce que je fais moi. Il y a un rapprochement entre l'Algérie et le Maroc à travers la musique andalouse.
On trouve la musique andalouse en Algérie, en Tunisie et au Maroc, certes avec des appellations et des genres différents, mais l'esprit reste commun. Le concours du prix Cheikh Abdelkrim Dali se poursuit à l'auditorium du Palais de la Culture Moufdi Zakaria avec la participation de plusieurs candidats et l'Opéra d'Alger Boualem Sayah abritera la clôture qui sera animée par l'orchestre maghrébin des musiques andalouses des 3 pays du Grand Maghreb. Voilà, et l'interprète que vous venez de voir, c'était Manon Gharbi. À l'occasion donc de l'inauguration de la 2e édition du prix Abdelkrim Dali, ça s'est passé donc au Palais de la Culture et c'était Nassima Ibloul qui était sur place. Allez, ce matin avec vous, Djalil Miraska, bonjour. Bonjour, bonjour Mohamed. Nutrition du sport, comme toujours. Comme toujours. Comment ça se passe? Ça va? Oui, ça se passe bien. De quoi est fait votre quotidien? Je vois beaucoup de vos photos, là actuellement, oui. Des photos de progression. Ouais, sur Instagram et tout. Progression esthétique surtout. Ouais, mais le problème c'est que quand on vous voit comme ça, on n'a pas l'impression que... C'est vrai. Ouais, c'est... Ouais, quand je dis, ouais, c'est vrai que ceux qui nous regardent comme ça se disent mais de quoi ils parlent quand je vous vois, je comprends pas. Non, c'est que faut aller sur sa page. C'est loin d'être de l'exhibitionnisme, pardon. Non. Par contre, là-dessus, je suis complètement d'accord. C'est vous montrer des mouvements, vous montrer comment muscler certaines parties du corps, vous montrer votre quotidien, et en même temps, ça ne peut être qu'un élément de motivation pour tous. Mais tout tracé, quoi. Oui, en fait, généralement, les photos que je prends, c'est à la fin de ma séance d'entraînement, donc il faut signaler. Et quand on finit une séance d'entraînement, on est congestionné, donc c'est-à-dire les muscles sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus développés qu'ils étaient à froid. Voilà, donc il y a ce principe de pump, on appelle ça en anglais, c'est la congestion musculaire. Donc ça apparaît un peu plus, pas gonflé, hein, c'est pas le mot, puisque c'est... Comment on dit, nous, tracé. Tracé. Il y a un principe de vasodilatation, ce qui fait que les muscles sont plus... mais après, bon, en réalité, moi, je vise plutôt l'aspect athlétique, l'aspect esthétique derrière, bien sûr. Ouais. Et oui, c'est vrai que parfois, l'effet photo, l'effet post-entraînement, ça fait un petit peu la différence. Alors, du coup, avec vous ce matin, Djalil Miraska, on va parler de comment comprendre... Enfin, votre problématique du jour, c'est comprendre la dépense énergétique totale. C'est ça, oui. Ouais, et alors? Alors, donc justement... quand on parle de dépense énergétique totale, ce qui nous vient à l'esprit directement, c'est tout ce qui est activité physique, bien entendu. On dépense grâce au sport, grâce aux certaines activités qu'on fait dans la journée. Et on oublie d'autres composantes, d'accord, qui sont pas aussi, qui sont pas négligeables, bien entendu. Donc, si on parle de la dépense énergétique totale quotidienne, on appelle ça en anglais de TDEE, c'est Total Daily Energy Expenditure. Elle comprend 4 composantes. En fait, voilà. La première composante, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. C'est le métabolisme ou l'énergie minimum pour tenir sur cette terre. On va dire c'est l'énergie minimum pour survivre. C'est l'énergie qui nous permet justement de dormir, par exemple. Juste le fait de se reposer, ça demande de l'énergie, mine de rien. Tout simplement pour que les organes vitaux fonctionnent, le cœur, les poumons, le cerveau, voilà. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que ce métabolisme basal ou métabolisme de survie représente de 60 à 70% de cette énergie totale dépensée. Voilà. Et le reste, justement, c'est 3 autres composantes qui sont bien entendu l'activité physique. Si on fait du sport, ça permet de dépenser. Donc ça dépend de quel type d'activité, bien sûr. Et aussi donc les activités non sportives. Quand on dit activités non sportives, c'est ce qu'on appelle en anglais the NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est les activités, ça va de marcher, ça va de monter les escaliers, aller au travail, accomplir des tâches quotidiennes. C'est ça, tout à fait. Donc ça représente de 20 à 30% à peu près de l'énergie totale dépensée. C'est important puisque souvent on néglige cet aspect. On se concentre plus sur l'activité physique qui représente, on va dire,
En termes de temps, en termes de planning de la journée, c'est 1 heure de temps. Voilà. Et le restant de la journée, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est très important ce NEAT, là, ces exercices non sportifs. Et aussi, donc en dernier, on oublie souvent de parler de l'effet thermique des aliments, carrément, ce qu'on appelle le TEF. C'est le Thermic Effect of Food. C'est en fait, il y a 3 macronutriments, et les protéines, glucides, lipides, tout le monde connaît ça. Et parmi les macronutriments, il y a les protéines qui sont en termes de digestion, puisque la digestion, c'est aussi demande de l'énergie au corps humain pour, en fait, ça demande, c'est une dépense en plus. Quand on c'est un travail colossal d'ailleurs. Hein, donc quand on digère des aliments, des macronutriments, donc ça demande de l'énergie en global. Voilà. Et les protéines, c'est les plus coûteuses en termes d'énergie, en termes de dépenses. C'est-à-dire si, par exemple, on consomme assez de protéines dans la journée, ça nous permet d'augmenter ce métabolisme basal et d'être plus rassasié et d'être là et atteindre certains objectifs. D'accord ? Donc, voilà. Donc, l'effet thermique des aliments, c'est aussi très important en termes de dépenses énergétiques totales. Donc, en fait, nous, en tant que nutritionnistes, en tant que coach sportif ou des gens qui donnent des conseils directement ou indirectement, on doit prendre en considération donc, les différentes composantes dans cette dépense énergétique totale. Pas que le sport ou l'activité non sportive. Donc le métabolisme de base, j'insiste sur ça puisque quand on parle de sommeil souvent, on ne sait pas pourquoi, quelle est la corrélation entre par exemple le sommeil et la gestion de poids. C'est l'explication, elle est là. Donc le métabolisme de base représente jusqu'à 70% de l'énergie totale dépensée. Donc on comprend par ça que le sommeil, donc le repos d'une manière générale, permet d'augmenter les dépenses énergétiques totales. C'est-à-dire si on se repose finalement, donc on respecte donc cette loi d'homéostasie, d'hormèse, on peut dire ça comme ça, donc d'équilibre, voilà. Donc ça c'est juste pour parler de la dépense énergétique totale, mais après bien sûr il faut équilibrer. Ça c'est pour les gens, généralement vous allez me dire, c'est les gens qui veulent perdre du poids, on est dans la dépense. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire les gens qui veulent prendre du poids. Donc on va respecter bien sûr, suivre la balance énergétique totale, qui est le principe des calories in, calories out. Ouais. Et voilà, avoir des notions de calories, bien sûr, donc respecter, donc, avoir des notions de quantité, c'est très important, puisque souvent on se concentre sur cette... Au XXIe siècle, on va dire, en termes de nutrition humaine, on se concentre beaucoup plus sur l'aspect de la qualité des aliments. Le bio, le non-bio, l'organique, voilà, le sans gluten. Mais on oublie souvent que la base de la pyramide nutritionnelle, elle reste d'abord en termes quantitatifs. Si on ne maîtrise pas l'aspect quantitatif, on a beau à manger des repas de très bonne qualité et tout, mais on a finalement... Vu qu'on n'a pas compris cette loi de thermodynamique, donc on n'arrivera pas à perdre ou prendre selon l'objectif qui doit être... Voilà, donc ça c'est un message très généraliste, bien sûr. Mais après c'est juste pour dire que cette dépense énergétique totale, il faut la comprendre d'abord par ses bases. Et ensuite parler des détails qui viennent après, c'est-à-dire le timing des nutriments, quand manger cet aliment, est-ce que vaut mieux éviter ça que ça. Ça, c'est des détails qui viennent après, bien sûr, la micronutrition, les compléments alimentaires. Mais à ce moment-là, comment on évalue la dépense énergétique totale ? Justement... Sur un cas, un exemple. C'est juste une estimation, d'accord ? Donc c'est très difficile d'avoir, je dirais... Pourtant, vous allez chez des nutritionnistes, ils vous regardent, ils vous demandent votre âge. Oui, déjà. Ils confirment que vous êtes un homme ou une femme. Et moi, tu me poses la question, un homme oui, c'était un homme, tu avais une femme en face de toi. Alors du coup, et 2 minutes après, il vous dit, alors vous avez besoin de 2200 calories par jour, du coup je vous mets sur un régime à 2400, vous devrez manger... Ça, c'est sauter plusieurs étapes. Ah oui, hein. Ah oui, carrément. Bien sûr, puisqu'on a pris en considération que des facteurs isolés, ce qu'on appelle. Oui. On a pris l'âge, le poids, la taille en général, c'est ce qui représente un peu l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et à partir de là, on donne... C'est une grosse erreur puisque on a vu que déjà le corps humain, c'est pas une machine, donc c'est très complexe. Donc il suffit pas juste de dire consommer des calories dépensées et on calcule, c'est pas du 1 + 1 = 2. Donc on doit estimer d'abord, avoir des connaissances en termes d'abord des quantités, c'est-à-dire tel aliment contient tel de... Voilà, c'est l'aspect de l'énergie des aliments. Et ensuite connaître
l'effet thermique. Pour connaître l'effet thermique des aliments, donc il faut bien connaître les macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides, leur métabolisme, comment que ça fonctionne, mais aussi donc le sport. Voilà, donc souvent en nutrition, on isole le côté nutritionnel, mais on ne parle pas d'entraînement. Alors que les deux vont ensemble. Ici, on a parlé déjà de ça dernièrement. Donc, sur la pyramide de l'hygiène de vie, on peut appeler ça comme ça, il y a la gestion de stress qui gouverne le sport et la diète. C'est-à-dire, il y a bien sûr la gestion de stress qui comprend le sommeil, la méditation, toutes ces composantes. Et ensuite, il y a la diète. Quand on dit diète, c'est la nutrition. C'est pas la diète, pas ça comme régime. Quand on dit, c'est diet en anglais. Voilà. Et enfin, l'entraînement. Donc, l'entraînement, c'est un déclencheur, par exemple, d'hypertrophie pour prise de muscle. C'est-à-dire, c'est le premier facteur, c'est la première condition pour prendre du muscle. Quand on parle d'un cas qui veut prendre de la masse musculaire, c'est d'abord l'entraînement, ce n'est pas le côté nutritionnel. Donc, si la personne ne s'entraîne pas, quand bien même elle mange des protéines, elle respecte une hygiène, tout ce qui va avec, mais elle ne s'entraîne pas, elle aura vraiment du mal à atteindre ses objectifs. Et vice-versa. C'est-à-dire une personne qui veut perdre dans le temps. Voilà, on n'est pas dans le challenge, parce que le plus gros challenge, c'est de maintenir. Donc après, le maintien, pour le maintien, c'est le sport. Moi, je dirais que c'est vraiment la chose qui permet de garder sur le long terme. Quand on parle de long terme, c'est 1 année, 2 ans, jusqu'à 3 ans, donc, et plus. C'est le sport, c'est l'activité physique sportive, régulière, voilà, exactement. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour faire un peu la part des choses et puis pour dire que finalement il faut voir l'image avec toute sa complexité, mais ne pas trop compliquer les choses, puisque voilà, on donne des choses qui sont plus simples, qui marchent le mieux. Donc c'est ça, c'est toujours se retirer un peu et voir, moi je dis toujours à mes adhérents, c'est voir the big picture. Voilà. C'est ça. Se mettre un peu en arrière et puis voir les... Alors, mais juste pour savoir, allez, par exemple, vous, quels sont vos besoins énergétiques quotidiens? Moi, mes besoins énergétiques, d'abord, on va parler du métabolisme de base. 7824 calories. Ah non, là, on est dans l'élite, là, c'est pas... Ça, c'est les cyclistes, les grands sportifs, ils atteignent leurs besoins, enfin, ils arrivent jusqu'à 10 000 calories jour. C'est très facile, puisque leurs dépenses, ça va de soi, donc ils dépensent beaucoup. Il faut toujours connaître d'abord le métabolisme de base, l'estimer avec certaines formules. Donc, il y a des formules qui permettent de le faire. La plus ancienne, c'est la formule de Harris et Benedict qui existe depuis 1919 et qui prend juste l'âge, le poids et la taille, c'est tout. Donc ça, c'est juste pour calculer le métabolisme de survie. Donc on est d'accord que si on part sur un régime qui est inférieur au métabolisme de base, il y a un problème. Ça crée beaucoup de problèmes en termes métaboliques. Voilà, donc c'est ce que font les nutritionnistes. Ah oui, c'est justement. Moi, j'ai vu des régimes pour certaines dames à moins de 1400 calories par jour. Ah oui, il y en a qui finissent à l'hôpital, là, carrément. J'en connais, des personnes qui disent moi j'ai eu des carences graves, moi j'ai eu tel problème, puisque donc on est vraiment dans le danger carrément. Donc voilà. Donc il y a le besoin qu'il faut connaître déjà au départ et ne pas descendre sous le besoin, et à partir de là qu'on construit donc un surplus ou un déficit. Puisque la logique dit que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, et pour en prendre, donc c'est être en surplus. Donc il faut déjà connaître les fondamentaux pour pouvoir calculer le surplus ou le déficit. C'est pas aléatoire et c'est pas juste en donnant juste une formule, et à partir de cette formule on dit que c'est ça. Donc moi ce que j'ai appris, et je continue d'apprendre, d'ailleurs c'est constant, ça s'arrête pas, c'est qu'en nutrition c'est jamais on n'a jamais de conclusion finalement. Donc on ne peut pas dire que finalement donc c'est ça qui marche. C'est toujours remettre en question plusieurs choses. C'est le tout. Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question. Vous êtes sur un besoin calorique de? Alors moi je suis à un besoin calorique de 1700 calories jour. 1700 le métabolisme basal. 1700, voilà. Et mon besoin par rapport à mes activités, puisque je suis quelqu'un qui n'est pas sédentaire, donc mon job c'est je suis coach sportif, donc je suis tout le temps debout. Et même pas debout, c'est-à-dire je montre des exercices et tout, donc déjà même en dehors des séances de sport, je bouge, je fais même de l'exercice, donc c'est ça. Et je prends en considération ça, mais sans en faire une obsession, c'est-à-dire c'est pas qu'en faisant un petit geste comme ça, allez, c'est 1 kilocalorie de plus, non, ça marche pas comme ça. En fait, c'est juste avoir des estimations, et mon besoin journalier actuellement, moi je l'ai défini, parce que généralement le besoin c'est nous qui définissons au départ, je suis à 2800 calories jour.
Donc, oui, je consomme entre 2800 et 3000 kilocalories jour, puisque mon objectif, c'est de prendre du poids. Ouais. Attention, voilà. Donc ça, je suis actuellement en période de surplus calorique. D'accord. Ce qu'on appelle en anglais... Quels sont les besoins énergétiques d'un obèse à 115 kg, 1m91? C'est très individuel. Ah ouais. Ouais, on ne peut pas donner une réponse comme ça directement. Ouais, c'est vraiment prendre le... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est prendre toutes ses prédispositions, son métabolisme basal, son repos. Est-ce que cette personne-là dort bien ou pas? Donc toutes ces questions, on les pose nous en tant que professionnels. On discutera alors. On discutera, Inch'Allah. Merci à vous, merci d'avoir été là. On rappelle que vous êtes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram également. Surtout Facebook et Instagram, parce que YouTube, ça fait bien. YouTube, YouTube, c'est... Ouais. Moi j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois YouTube, c'est Facebook, Instagram, là je suis... Ça cartonne. Des aides fitness et nutrition. Des aides fitness et nutrition, c'est ça. Merci Djalil Meraska. Merci à vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. À bientôt. Allez, à samedi prochain. Quant à nous, on retrouvera Lydia Ladjouzi dans quelques minutes. Elle va nous parler d'un marché, celui de Maoulid Nabawi. Le marché du Maoulid, ce sera la thématique avec elle. Mais juste avant, ça tombe très bien. Sabrina Khalifi, elle nous propose un portrait. Elle nous raconte Nawel Dib, qui est créatrice de bijoux. Allons-y avec elle. C'est Nawel Dib. Voilà, donc je suis en Avant, je suis passée par une étape peinture, surtout support. Enfin, j'aime bien toucher à tout. J'aime bien, si je pouvais faire de la ferronnerie, j'en ferais. Si je pouvais, enfin voilà. C'est mes créations, mais je suis aussi ouverte à une proposition. Si quelqu'un me dit je veux du verre mélangé à ça, bon là je vais la conseiller en lui disant non, ça ne me dérange pas, mais je peux lui créer son propre bijou en fonction de sa personnalité ou de la tenue qu'elle veut porter ou en fonction de... Les matériaux, généralement, c'est des matériaux, c'est des pierres semi-précieuses. Donc je travaille au départ beaucoup la turquoise, le corail, lapis lazuli, parce que ça part sur ces thèmes. Ensuite, vous avez là des perles de culture. Et là,
Si vous voulez des détails sur ces bacs, donc ces bacs c'est une inspiration typiquement méditerranéenne, parce je ne vais pas dire uniquement algérienne, parce qu'on retrouve ça en Espagne, en Andalousie, au Portugal. Donc c'est des reproductions de carreaux qu'on trouve partout. Le portrait de Nawel Dib raconté par Sabrina Khalifi. Et on va continuer avec l'artisanat, avec deux événements. D'abord, le premier, c'est le marché du Maoulid. On en avait parlé, ça a commencé à Riyad El Feth. Ça s'enchaînera d'ailleurs dans les prochains jours au Sofitel. Et pour en parler avec nous, Lydia Ladjouzi, bonjour. Bonjour Mahles. Bienvenue, bon retour. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, de décembre à décembre en général, on se voit. Hein. Décembre à décembre. Décembre à décembre. Voilà, les artisans de décembre à décembre, les artistes de Ramadan à Ramadan, et ça s'enchaîne comme ça. Alors du coup, avec vous, Lydia Ladjouzi, on va parler donc d'abord le marché du Maoulid. Vous serez le 20-21, vous serez au Sofitel. Au niveau du lobby, exactement. Ouais. Donc Hama Garden. Vous exposez quoi? On va exposer tout ce qui est gastronomique, sucré, algérien et pas algérois seulement. Ouais. Il y aura des artistes qui vont venir de Constantine, il va y avoir de plusieurs régions de notre pays. Oui. Et là, vous allez vous régaler, car la sélection de cette année, vous allez découvrir beaucoup de personnes qui ne sont pas connues médiatiquement. Vous allez goûter de nouvelles saveurs. Oui. Et vraiment, ce sera très riche. Ah, c'est pas mal. C'est mignon. Pardon? C'est vous qui faites ça? Non, là c'est la dame qui fait halwa turc. D'accord. Elle est adorable. Son nom c'est... j'ai un blanc comme ça en direct. Oh, ça reviendra, c'est pas Ça grave. reviendra. Bah, pour la connaître, il faudra venir sur place. Ouais, mais c'est assez original l'histoire du Et pompon. c'est fait avec, traditionnellement à la maison. Ce n'est pas industriel, elle n'achète pas une boîte et elle la met en décoration. C'est une affaire, c'est une coopérative familiale, ils font ça. Ouais. Et sa petite touche à elle, c'est de rendre ça tout mignon, halwa turc. Ouais, et ça sent en plus. Alors du coup, vous allez exposer donc... mes créations. Vos créations, c'est de la peinture sur verre. Exactement, c'est de la peinture sur verre, sur cristal, porcelaine inox, que j'essaie toujours de lui rajouter une petite touche un petit peu humoristique et moderne. Alors du coup, d'abord la collection des chats. Là, ça c'est l'un de mes classiques. On est en train de voir qui est juste à côté de vous. Alors c'est juste ici, ouais, exact. Voilà. Alors, collection des chats. Vous aimez les chats, c'est ça? J'aime tous les animaux, particulièrement les chats et les chiens. Oui. Mais je suis une grande fan de tout ce qui est qui ronronne. Donc, et c'est mignon. C'est super. Et puis vous me disiez d'ailleurs en coulisses il y a quelques instants, vous me disiez que vous étiez passé aussi, que vous avez fait évoluer un peu vos motifs et vos créations. Vous êtes passé au zlidj. Expliquez-nous. Donc, vous avez vu les carreaux qu'il y a donc, dans nos anciennes maisons, le zlidj. Eh bien, moi, je leur donne une nouvelle vie sur la vaisselle. D'accord. D'une façon un petit peu moderne. Donc, je vais... Alors, vous allez montrer. Voilà. C'est peu évident. Voilà. D'accord. Donc, comme vous voyez, c'est des motifs connus. D'accord. Mais là, d'une façon présentée plus accessible. Lorsqu'on va boire notre thé, donc le thé va se remplir, ça va donner un contraste, ça sera mignon. C'est quoi comme peinture, ça? C'est de la peinture qui va sur le verre, c'est peint, c'est cuit. Donc ça ne s'enlève pas, il n'y a pas de risque d'allergie parce que je laisse toujours un espace pour les lèvres. Ouais. Donc, vous faites ça où? À la maison. D'accord. Vous avez un four?
Oui, oui, j'ai un four. Ça n'a rien à voir avec la peinture qui va sur la céramique où il faut un grand four, ça monte à 800 degrés. Ça, c'est une autre façon de peindre. C'est plutôt le contraire. Il faut que ça soit en très très basse température, maximum 150 degrés. Donc le verre n'éclate pas, ne change pas. Donc vous faites un hachis parmentier à midi et à 17h, voilà, vous cuissez exactement. dans le même truc. Mais j'utilise pas le même four. Ah, pas le même four? Non, il y a quand même des vapeurs. Hein. Ah, d'accord. Je me suis dit, tiens, le hachis à midi, et puis on se fait un coup de peinture. Allez, Non, coup on de essaye zénith, d'éviter les vapeurs toxiques. Ouais. Et à 20h, ça reprend avec un autre gratin. Non, mais c'est très bien, hein, c'est très beau ce que vous faites. C'est Merci. vraiment très bon. Alors, du coup, vous allez exposer ça, vous? Voilà, il y aura donc ma petite table avec toutes mes dernières créations. Ouais. Bon, j'ai l'habitude d'essayer de mettre en avant la vaisselle qu'on utilise au quotidien. Ouais. Et aussi, il y aura du recycle art, par exemple, comme pour cette carafe avec son bouchon en liège. Il va y avoir plein de choses, plein de choses. C'est pas mal, hein? Alors, l'autre événement, il y a donc, là on est en train de parler du marché du Maoulet, qui continue d'ailleurs à Riyad El Feth. Hein, ça continue à Riyad El Feth et puis ça passera juste après au Sofitel. Ça, c'est fantastique. Qu'il y ait autant de lieux où l'artisanat est mis en valeur. Moi, j'invite vraiment tout le monde de faire tous ces points dès qu'ils entendent parler d'un événement, qu'ils visitent. Parce que l'artisan qu'on trouvera dans une exposition n'est pas forcément dans d'autres. Donc là, non seulement ils vont sortir, ils vont se faire plaisir et découvrir notre patrimoine. C'est super ça. Et puis il y a l'autre marché. Alors ça, c'est le marché de décembre, le marché de fin d'année. Exactement. Alors celui-ci va se dérouler toujours dans ce même hôtel. Exactement. À son lobby, voilà. À côté. Et ça va durer d'essai. un mois, du 1er au 31 décembre. Ça va être le plus grand événement culturel de l'année, même plus que ça, parce que je ne crois pas qu'il y ait un événement qui dure aussi longtemps, qui va rassembler autant d'artisans. Imaginez entre les deux événements, plus de 125 artisans différents. Ouais. Celui du Mouloud, on va mettre un peu plus en avant notre côté gastronomique. Par exemple, comme Saveur Amazir, où ils font des tapenades. Ça, c'est de la tomate mrqda séchée. Il va y avoir Dar Aoula qui font la pâte de fruits, il va y avoir du chocolat, il va y avoir tellement de saveurs à découvrir et à faire surtout découvrir à la nouvelle génération pour qu'ils sachent que dans notre culture, il y a un savoir-faire. Oui. Et maintenant, les gens se professionnalisent. C'est plus le petit pot, là, comme ça, ils dégustent dans une assiette et c'est fini. Les gens essaient de donner un petit côté esthétique à leur création. D'accord. Alors ça, c'est la... tomate séchée et c'est mariné en même temps. Saveur à mesure. C'est joliment présenté, en tout cas. Et là, c'est une toute jeune créatrice. Ça va être, je pense, que sa deuxième exposition. Imaginez, sa toute première, c'était en avril dernier. Toutes ces personnes méritent d'être encouragées. C'est ça. Il va y avoir, comme je vous ai dit, des créateurs, des personnes qui font de la gastronomie. Ce sera leur première expérience. Et vous allez les accompagner? Toujours. J'essaye de partager mon savoir-faire, mon expérience pour que les gens aillent plus rapidement à leurs objectifs. Alors du coup, vous allez exposer quoi pendant le marché de fin d'année? Le marché de fin d'année, il va y avoir beaucoup d'artisanat. Beaucoup de petites choses pour que les gens puissent se faire plaisir. En général, en fin d'année, il y a une grande communauté qui part à l'étranger visiter leur famille. Ils aiment envoyer des petits cadeaux. Et là, c'est le marché idéal. Il va y avoir donc de la création céramique, culinaire, des vêtements, des designers, des bijoutiers. Pas mal de jeunes créateurs qui font de l'argent. Ils travaillent l'argent eux-mêmes, qui découpent, qui dessinent, des designers très sympathiques. Et qu'on aura l'occasion de découvrir, évidemment. Oui. Ils méritent qu'on les encourage. Voilà. Ils méritent qu'on les encourage. C'est elle qui le dit. C'est très bien. C'est très, très bien. Et il y aura de la dégustation sur place. Hein. C'est pas juste venez acheter. Avant d'acheter, c'est bien de goûter. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser les dames à Riyad El Feth pour le marché du Maoulet. C'était déjà très beau, c'était très bien. Et c'était bon enfant, quoi, surtout hier. C'est assez particulier. Mais ça continue aujourd'hui encore et c'est toujours la même chose, quoi.
C'est toujours la même chose en termes d'ambiance, hein. C'est sympa. Maintenant, les gens savent qu'il faut être solidaire si on veut avancer et devenir, que ça soit une habitude. Voilà, le week-end, qu'est-ce qu'on fait? On va aller à telle exposition, découvrir tel artiste, goûter à des nouvelles choses. Donc, c'est ça la magie qu'on essaye de mettre en place. Les week-ends, c'est les expos. Les événements, c'est les expos. On n'achète plus ce qui vient de l'étranger, on déguste le Madine Bledi. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. L'éclat de verre, il y a l'événement sur place des deux projets à venir, donc celui du mardi, mercredi, et celui de décembre, du 1er au 31, toujours au lobby. Voilà. Hama Garden. L'éclat de verre. L'éclat de verre. C'est la page de Lydia Ladjouzi. Merci Lydia. Merci d'avoir été là. À bientôt. Marhaba. On se retrouve en décembre en tout cas. Marhaba. Allez, quant à nous, on va parler. El Maoulid, c'est bien quand on parle des produits du terroir, quand on parle aussi d'artisanat, mais c'est un peu moins bien quand on revient sur les produits pyrotechniques. Et ça tombe très bien. Il y a eu une campagne de sensibilisation sur les achats du Maoulid. Ça s'est passé à Ouergla et c'est Nassima Imloul qui nous parle de cette initiative. Allons-y. Sharif, des accidents surviennent, mettant en danger la vie des individus, menaçant l'intégrité physique des citoyens et du voisinage. Pour beaucoup, la fête tourne au drame et pour cause, l'utilisation des produits pyrotechniques. Il est aujourd'hui plus que nécessaire de se mobiliser afin de sensibiliser et orienter notre jeunesse sur le principe de la célébration de la naissance du prophète qui s'oppose totalement à l'utilisation de ces produits dangereux. La société tout entière est mise en danger. La protection civile a lancé une campagne de sensibilisation mettant en garde les citoyens contre l'utilisation des produits pyrotechniques. La direction de la Sûreté nationale de la wilaya de Ouergla a organisé une journée de sensibilisation au profit des lycéens sur les dangers que présente l'utilisation des produits pyrotechniques durant la fête du Mawlid al-Nabawi Sharif. Lors de notre intervention, nous avons démontré les procédures entreprises contre la contrebande et les vendeurs de produits pyrotechniques et bien sûr prodiguer des conseils aux élèves du lycée. Les blessés arrivent dans un état grave suite à l'utilisation de ces produits dangereux. Des cas de brûlure de 2e, voire 3e degré dans différentes parties du corps, surtout les mains. La déflagration de ces produits peut, dans certains cas, entraîner la perte de l'ouïe et provoquer la cécité. Dans le cadre des efforts déployés par l'État pour éradiquer ce phénomène et lutter contre sa prolifération, plus de 195 unités des produits pyrotechniques ont été saisies par la sûreté urbaine durant la première semaine du mois en cours. A signalé toutefois que ce fléau social a connu un recul sensible à la faveur de la politique nationale préventive et participative. Voilà, campagne de sensibilisation sur l'achat des produits pyrotechniques, ça concerne surtout les enfants, mais aussi leurs parents, parce que c'est eux qui donnent l'argent. Nous, on parle santé, plutôt bien-être, là tout de suite, et juste après sport. C'est parti, Maya Amrani. What's your name? My name Maya. J'ai dit Maya Amrani, elle m'a dit bonjour. En plein jingle, je me pose des questions, moi. Maya, bonjour. Bonjour Mahez, comment ça va bien? Bonjour à vous tous, bonjour à Hakim. Bonjour Maya. Bon, j'ai une voix un petit peu enrouée, pardonnez-moi. C'est normal, cette saison en plus. Cette saison, voilà. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez... C'est de la tomate séchée, vous aimez ça, vous? Tomate séchée. Ouais. Si, je sais pas. on l'utilise dans l'art culinaire, bien sûr. Ouais. Non? Je connais pas. Ça a une odeur de dingue, hein. Une petite galette bien chaude. Pas celui-là, j'utilise pas ça. Pas celui-là, quand tu fais pas celui-là à la maison, je n'utilise pas ça. Ah ben voilà. Maintenant vous savez que ça existe. Alors du coup Maya, aujourd'hui avec vous, on va parler d'artisanat. Alors on va parler artisanat, mais surtout, particulièrement du bijou traditionnel. Vous savez qu'il a des millénaires, il existe depuis des millénaires. Le bijou traditionnel accompagne, bien sûr, les belles tenues. Même si elles ne sont pas belles, c'est un accessoire qui embellit. Ouais. Donc, on en a toujours besoin. C'est un petit peu comme une maison à laquelle il manque les rideaux et les tapis. Si on met une toilette, une belle toilette, sans accessoires, ça ne donne rien. Voilà. Vrai. Donc, heureusement que nous avons des bijoutiers, des artisans, des artisanes qui s'occupent de ça
et qui depuis des millénaires, comme je viens de le dire, font le bijou à travers d'abord l'argent. On a utilisé d'abord la monnaie, les pièces de monnaie qu'on faisait fondre ou on utilisait, que l'on trouait et on le mettait comme medbah. On appelle ça le medbah parce qu'on nouait les petites pièces et on en faisait un collier. Et c'était surtout du côté du sud ou de l'est de l'Algérie, ça se faisait énormément. Et c'est de l'argent. Les Aurès ont pour habitude d'utiliser aussi l'argent. Par exemple, les pièces en argent cassé qu'on utilise, qu'on fait fondre pour les retravailler, leur donner des formes, bracelets, khlélettes, fibules, les trucs, les anneaux de cheville, tout cela. Bon. Là, nous nous sommes rendus, nous, chez une dame qui est ici, à Alger, bien sûr, qui est dans un centre commercial. Nous l'avons découverte. Elle fait le bijou traditionnel, un peu dans tous les domaines. Elle peut le faire eurasien, comme elle peut faire kabyle, comme elle peut faire constantinois. Elle fait toutes sortes de bijoux. Voilà. Bijoux traditionnels. Alors, le bijou, il a ses matières. Oui. C'est qu'Edna, aujourd'hui, il est agité. Hakim. Oui. Et je reviens, vous inquiétez pas que j'ai des choses à vous dire aujourd'hui. Alors, du coup. Alors, le bijou, il est dans plusieurs styles, plusieurs formes, dans différentes matières. Et nous allons découvrir déjà l'artisane qui fabrique les bijoux un peu de toutes les régions d'Algérie. Elle n'est pas spécialisée dans une seule région, elle fait plusieurs régions. Je vois Mahrez qui, je sais pas. Je fais de la gymnastique de... Non, alors du coup, je sais, ça vous Ah, c'est un antiride. Non. Alors pourquoi cette gymnastique? Je passe pas à l'antenne. Je sais pas si vous savez, donc du coup, je vous regarde. Moi, je vous regarde aussi. Je vous écoute. Et je vois cette gymnastique. Je fais des mouvements avec ma mâchoire. Voilà, c'est ça. Non, mais ça s'appelle de la gymnastique, quoi. Ça permet après de mieux artiquer, de mieux apprécier ce que vous dites. Ça vous perturbe? Moi, ça m'a impressionné un petit peu, ça m'a inquiété. Elle s'est dit que c'était un début de crise. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter de toute manière. Merci beaucoup. Et à chaque fois, je suis très heureux de découvrir un de vos reportages, parce que c'est ce qu'on va faire en plus. Voilà, c'est le portrait d'une dame qui fait le bijou artisanal, mais traditionnel, de toutes les régions d'Algérie. Elle s'appelle Maya Amrani et c'est elle qui nous propose ce reportage aujourd'hui, ce portrait pour être plus précis. Madame Chaïd Nadia nous reçoit dans sa boutique atelier. Spécialiste en bijoux traditionnels, nous explique. C'est un savoir ancien, très ancien, parce que Mkhabbel, il a plusieurs formes, il a plusieurs matières à utiliser. Comme celui-là, je l'ai fait avec des matières vraiment, vraiment très traditionnelles. C'est des perles en forme de riz. C'est le johar. Johar, mais johar, il y a plusieurs sortes de johar. Il y a côté plat, il y a habet rose, c'est les vrais termes qu'on doit donner si on veut acheter le johar. Et qu'est-ce que vous employez aussi comme fil? Fil de pêche, ça dépend, fil de pêche, fil de soie, il y a plusieurs, c'est par rapport au modèle, par rapport aux techniques utilisées, c'est par rapport à la forme traditionnelle ou moderne. Le bijou traditionnel ne peut se faire qu'à partir de recherches sérieuses et précises. Personnellement, je me disais, c'est dommage qu'une telle richesse de modèles, de bijoux qui disparaissaient comme ça à l'oubliette dans les musées, dans les tiroirs de grand-mère. On ne pouvait pas les reproduire. On ne savait même pas ce que c'est qu'une mesquilla, qu'un chentouf. C'était des termes vraiment... étrangers pour nous. Oui. La nouvelle génération, on ne savait pas faire une différence entre un chentouf, une khamsa, une mesquilla, khayt al-ruh, bousbaa. Montrez-nous le mesquilla, khayt al-ruh. Le mesquilla, vous savez pourquoi on l'appelle mesquilla? Parce qu'avant, on mettait le mesque
à l'intérieur. C'était une façon de se parfumer les femmes. C'est bien. Ça s'ouvrait, c'était un bijou, c'est comme une boîte. Ça s'ouvrait, on mettait le misk تاع الحجرة تاع الزمان. Oui. On le mettait, c'est une façon de se parfumer. Nos grands-mères, nos tantes se parfumaient avec des matériaux vraiment très naturels. Le maward, le mazhar, le misk, الحجرة, le قرنفل, الشب بالمسك. Les différentes miskiyet, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence avec les miskiyet. Les miskiyet, il y a une nabia, la première, فوقها كامل nabia, centénia. Le mborja c'est al-jawaz, elle est très très ancienne, méconnue du public. Ou كاين المسكية تزيرية. تزيرية c'est au filigrane. مشبكة كما نقولوا احنا زمان. Et là c'est ça c'est une reproduction d'un vieux bijou Chentouf, c'est un bijou à base de Louise. Oui. Ça c'est Neili. Mais un peu on le porte aussi dans l'Est. Modernisé avec une légère pointe oui. occidentale. Oui, parce que avant on m'a dit les perles à domaine que nous ça c'est une création. Ça c'est une fusion entre Shiddat Lemsania. Oui. La forme تاع شدة المسانية باللويز. Oui. Mais مخدومة هما يخدموها بالجوهر حنا je l'ai fait avec العنبر. Avec des broches شاوي بزايب. الخمسة تاع الصفيحة les plus anciennes عليهم كامل parce qu'elle était très facile à faire. Il y avait une symbolique فيها. Mis à part ce qu'on dit sur le khamsa, moi je l'adore. Ça fait partie de notre patrimoine. Madame Nadia nous a fait voyager à travers ses créations, plus que parfaites. Voilà, donc c'était le portrait de cette femme artisane. Madame Chahid Nadia. Voilà, Madame qui Chahid elle Nadia. est spécialiste du bijou traditionnel. Chahid ou Chahid? Chahid. D. Comme démocratie. Voilà. Voilà, D comme droit. Diplomatie. Ah, vous êtes que dans le politique, vous, c'est ça? Ben, c'est vous qui avez commencé. Ah, d'accord. Il n'y a que des termes politiques en D. Ouais. Alors j'aurais dit D comme comme Dada. Département. D comme Dada, vous m'auriez dit du Dada. Didi. Voilà. Ah mon Dieu. Alors du coup, allez, ouais, c'est super ce qu'elle fait. Hein. Oui, en plus, elle a une connaissance de l'histoire des produits avec lesquels elle travaille, des matériaux. Absolument, parce que le bijou traditionnel demande quand même de la recherche. On ne se lance pas dans le bijou sans connaître son histoire ni la matière qu'il faut adapter. Il y a un symbolique aussi. Il y a aussi une symbolique. Absolument. Alors les symboliques, c'est selon les régions. Par exemple, dans les Aurès, on retrouve beaucoup la Main Fatma, on appelle la Main Khamsa. On retrouve beaucoup certains signes comme ça, de croix, la croix du Sud, des choses comme ça. Alors qu'en Kabylie, c'est beaucoup plus les couleurs. Les symboles, les couleurs, les patchworks, voilà. Les bijoux en patchwork. Ça relate l'agriculture, le ciel, le soleil. C'est ça dépend vraiment des régions, de l'histoire des régions. Exactement. Et ça dépend des matériaux aussi. Et c'est toujours l'argent qui est utilisé. Ouais. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a voulu un petit peu le luxe et donc on a mis ces bijoux un petit peu en or. Ouais. Et là aussi, il a fallu faire de la recherche, retrouver des pièces dorées, les faire fondre, et essayer de fabriquer le bijou. Vous savez comment on classe l'or, vous? On dit 12 carats, 24 carats, oui. 45 carats, 50 carats, ça peut monter à des trucs incroyables. Hein, oui. Mais le meilleur, c'est entre le 18 et le 24, ce sont les deux meilleurs. Le 18 et le 24. 18 et le 24. Ouais, et après, vous avez les plus hauts. Alors du coup, mais vous savez que l'argent, c'est pareil? Bah oui. Vous savez que hier, une artisane m'en parlait, enfin, elle en parlait pas à moi, elle en parlait à tout le monde qui regardait l'émission, mais elle m'avait appris que sur l'argent, par exemple, il n'existait pas de pièces pures d'argent. C'est-à-dire qu'il y avait 925-75. La 925, ça veut dire que sur 1 kilo, donc 1000 grammes, ils étaient obligés de mettre 75 grammes de cuivre. Oui. Mais c'était... Pour que ça tienne. Ça, c'est le minimum. Pour que ça mais tienne. pour que ce soit de qualité. Hein.
Après, vous Même avez pour ceux qui l'or, font hein. même 50-50. Oui. Hein. Après, vous avez ceux qui mettent 50-50. 50% de cuivre, Mais 50% le cuivre, vous savez d'argent. qu'il est mélangé dans les deux matières, aussi bien dans l'argent que dans l'or. C'est ça. Avec l'or. Le, C'est un fixateur, je pense. Voilà. C'est un Non. fixateur. Voilà. Voilà. Exactement, Tout c'est un à fait. fixateur. Et puis il est plus malléable. C'est ça. Ils peuvent mieux le travailler pour le transformer en bijoux. Magnifique. En tout cas, c'est courageux et c'est magnifique, c'est un art. Ah bah voilà. Merci Maya. Merci Mahs. Vous envoyez le jingle, vous regardez la caméra Oui. et vous dites top magnéto, Crimo. Allez, top magnéto, Crimo. Ça vous va? Non. Les comptes. Alors, bah coin oui. vert et compte, Voilà. c'est pas grave. Gazan et des histoires qui se passent dans le monde du sport. On a perturbé notre Crimo. Voilà. Ah, On l'a c'est perturbé. joli, hein, c'est joli ce que tu viens de dire. Bah oui, Je te on jure. parle tapis vert et... Alors du coup, on passe directement, beaucoup d'infos pour la page de ce samedi, à commencer par le foot féminin, Coupe d'Afrique des Nations, qui débute aujourd'hui avec le match d'ouverture entre le Ghana, pays organisateur, et, devinez qui? Eh ben, les féminines, les Fennecs. Ouais, Au entraîné par féminin. Azdin Cheikh. Pardon? Entraîné Non, toujours Azdin Cheikh est parti, il est en Jordanie pour l'instant, et c'est Non. Fertoul qui est à la tête de l'équipe nationale Depuis féminine. quand Depuis, on va dire, 3 mois environ, 3-4 mois. Il est entraîneur d'une équipe? Il est normalement, il devait aller signer en Jordanie avec l'équipe nationale jordanienne. Il a voulu changer d'air. Il a été derrière cette équipe nationale un peu plus de 17 ans, l'équipe nationale féminine. Il a fait un Ouais, excellent quand elle travail. existait presque pas, quoi. Et il était temps pour lui de changer d'air. Il a préféré donc plutôt partir par la grande porte en ramenant et en emmenant l'équipe nationale féminine, la faire arriver jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après un gros périple, il a réussi donc son challenge et il a laissé bien sûr la main à Nadia Fertoul qui a beaucoup travaillé avec lui et qui est donc une ex-footballeuse qui aujourd'hui est en charge et prend en charge l'équipe nationale féminine. Et on en parle d'ailleurs. Allez, on en parle avec la sélection nationale féminine donc, qui tentera dès ce samedi 17 novembre d'écrire une belle page de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se déroule à Accra et Cape Coast au Ghana. Les filles de Radia Fertoul auront donc un adversaire de taille pour leur premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations et de cette compétition. Ce sera le Ghana, pays organisateur, vous l'avez dit, ce sera ce soir à partir de 16h30, heure algérienne. L'équipe nationale féminine qui se trouve depuis 4 jours au Ghana avait bénéficié donc d'une très bonne préparation en Côte d'Ivoire. Les 21 joueuses donc prises pour ce rendez-vous attendent avec impatience donc le lancement de cette compétition qui, je rappelle, débutera ce soir avec le match d'ouverture 16h30 face bien sûr à ceux qu'on appelle les Black Queens, les Ghanéennes qui ont perdu 3 finales 98, 2002 et 2006 et veulent mettre fin au signe indien et à cette malédiction qui les suit. Bien sûr, elles devront tout d'abord passer par l'équipe nationale algérienne. Ce sera une super belle compétition qui sera organisée certainement au Ghana avec donc l'équipe nationale algérienne qui prend part à cette compétition. Magnifique. On enchaîne avec chez les garçons, 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Fennecs à Lomé pour y affronter le Togo. Et oui, ils se sont envolés donc hier direction Lomé pour prendre part à cette 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face au Togo. Ça se passera dimanche à 17h heure algérienne. On rappelle que les Verts pour l'instant sont en tête du classement du groupe D avec 7 points. Ils sont talonnés par donc l'équipe du donc Gabon si je me trompe pas. Alors si je me trompe pas dans mes papiers, ils sont talonnés par l'équipe du Gabon. Les Verts affronteront le Togo dans un match capital puisque le vainqueur de cette confrontation risque de confirmer bien sûr sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Gros match pour Djabel Belmadi qui a remanié une grosse partie de son effectif puisqu'il y a plusieurs blessés, entre autres Brahimi qui a été libéré et donc il va compter sur les nouveaux joueurs qui ont été convoqués en équipe nationale. Voilà, juste pour vous dire une chose, comme on a des micros qui sont posés sur la table et non pas des micros qui sont sur nos vestes et donc des micros qui captent tous les sons possibles et imaginables. Il va falloir depuis faire tout à l'heure, très attention. tout le monde se plaint en me disant dis-lui de ne pas frotter. Voilà, c'est dit. Eh ben je vais le faire, voilà. Juste pour énerver Clément, qui est mon le pauvre, non, mais lui il travaille sur le confort de l'émission. Mais je sais. Bah oui, attends, Clément le pauvre. Vous aviez dit que j'étais nerveux tout à l'heure. Ben voilà. Non, c'était juste pour vous dire, bon, quoique moi je passe mon temps à les tomber.
On va tout poser. Ça fait un bruit énorme. Et je suis on désolé, va croiser les mains. Je suis désolé auprès de tous ceux qui nous regardent. Alors du coup, Coupe du Monde d'escrime qui se déroule depuis hier à la salle Harsha. Oui, c'est la 48e édition donc, de cette Coupe du Monde 2018 masculine de sa première des 8 étapes inscrites au programme de la Fédération internationale d'escrime, la FIE, Fédération internationale, et donc qui a été donnée hier vendredi à la salle Harsha Hassan avec les épreuves éliminatoires auxquelles prendront part 145 athlètes représentant 31 pays dans l'Algérie. Il faut rappeler que les ténors de cette discipline sont présents à Alger pour prendre part à cette Coupe du Monde. Il y aura 2 parties ce week-end, samedi et dimanche. Étape de la Coupe du Monde. Voilà, il y en aura 2. Donc il y aura pour ce week-end, donc ce sera place au sabre. Et puis le week-end prochain, ce sera le fleuret pour le féminin. Donc l'Algérie espère prendre part à cette compétition pour la participation, puisqu'il y aura quand même plusieurs donc jeunes juniors qui vont prendre part à cette compétition. Et comme je le disais, les ténors sont là. Les ténors sont là. L'Italie, les Américains, l'Iran, la France qui sont présents ici en Algérie. C'est vrai que ça va être compliqué pour les Algériens, mais le plus important pour la fédération algérienne, c'est de mettre ces jeunes dans le monde donc, du professionnalisme et des compétitions internationales pour le futur de cette fédération algérienne d'escrime. Retour au foot avec le déroulement des matchs de mise à jour et de la 15e journée du championnat de Ligue 1 et de la 14e journée pour la Ligue 2. Allez, on commence par donc le match qui s'est disputé jeudi, match avancé de la 15e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 avec l'USMA d'Alger qui a été sacré champion d'hiver suite à sa victoire 2-1 face au CS Constantine au stade Omar Hamadi ex-Boulourine. C'est Belqassimi qui avait ouvert la marque pour les Constantinois et donc Ben Yahya 69e et Hamia 83e vont donner la victoire à l'USMA d'Alger, les USMistes qui terminent la phase allée du championnat d'Algérie Mobilis Ligue 1 en tête du classement avec 33 points et un match en retard qui joueront donc le match retard de la 11e journée. Ce sera face à l'Entente de Sétif et ils ne pourront pas être rattrapés par les 2 poursuivants, à savoir la GS Kabylie et la GS Saoura qui elles aussi n'ont pas encore terminé cette phase allée et ne pourront jamais rejoindre donc l'USMA d'Alger. 2 autres matchs de mise à jour ont eu lieu donc hier, vendredi et comptant pour la 10e journée du championnat. Le Parado Athletic Club a battu le Cap de Borj Bouarerrej sur le score de 2-0 grâce à des réalisations signées Ben Ayed 24e et Naïdji 43e. Et en match de mise à jour de la 12e journée du championnat, l'Entente de Sétif a été battue par le Nasser Hussein Dey sur le score d'1-0 grâce à Allati 24e minute de jeu. Au classement, l'USMA termine la phase allée avec 27 points suivi de la GS Kabylie 19 points, la GS Saoura 14 points. Au bas du classement, Belabbès 14e avec 11 points, Tejnant 15e avec 16 points et le Shabab Riadi de Belouizdad qui termine avec 12 points à la 16e place. Aujourd'hui, on aura donc droit sur, bien sûr, la chaîne Amazir, la rencontre qui opposera l'Aïsochlef au RC Rélizen pour la Ligue 2. Et puis, sur Canal Algérie, bien sûr, à suivre, ce sera la Coupe du Monde d'escrime en compagnie de Mortar Hamani. Vous l'avez dit également, en Ligue 2, on a joué un match avancé de la 14e journée. La GSM Béjaïa et l'ES Mostaganem ont fait match nul, 1 but partout. Ce samedi, à partir de 15h, Blida sera face au Mouloudia d'Al-Almal, Amal Boussaada sera face au MC Oran, à l'Azmodoran à 15h. La GSM Skikda recevra le NC Magra. Le RC Kouba face à l'USM Annaba, le Mouloudia Saïd à l'USM Al-Harrach. L'Aïsochlef RC Rélizen, je le disais, en direct sur la chaîne A3 et la chaîne Amazir. US Biskra face au Wydad de Tlemcen au classement. C'est le Wydad de Tlemcen qui est en tête avec 19 points. Et c'est Blida qui est bon dernier de ce classement du championnat de Ligue 2 avec seulement 22 points. GSM Béjaïa, ils sont à la 9e place avec 13 points. C'est le MOB qui aura gros à jouer ce soir face au Mouloudia d'Alger pour son match de mise à jour. J'ai 2-3 questions. On a toujours le même président de la Fédération algérienne de football? Oui, c'est toujours M. Kherdin Zachi. On a toujours le même président de la Ligue algérienne de football? Et la Ligue, c'est M. Madouar toujours. D'accord. On a toujours autant de violence dans les stades? Toujours autant de violence dans les stades et en dehors des stades. Merci. Voilà. Oh. Pour être clair, net et précis. Ça n'a pas changé? Eh ben non. Ouais. En espérant qu'on n'aura pas toujours les mêmes résultats de l'équipe nationale féminine, parce qu'ils perdent souvent à 5-0, donc du coup, en espérant qu'ils fassent une belle entame. Il y a une bonne équipe pour cette fois-ci. Une belle entame pour... Il y a une bonne équipe pour cette fois-ci. Même les autres fois, il y avait une belle équipe. Bon. Allez, on termine avec les sports co, avec du basketball, du handball et du volleyball. Eh oui.
Très rapidement. Allez, on va parler de basketball avec la Coupe arabe. La sélection nationale de basketball a été battue par son homologue saoudienne 85-81 en finale de la 23e édition de la Coupe arabe des nations, disputée donc hier vendredi au Caire en Égypte pour ses retrouvailles entre les deux formations. Le dernier mot était revenu aux Saoudiens. Le 5 national qui avait déjà battu cette même équipe lors de la 3e édition journée n'a pas réussi à rééditer cette performance en finale. En handball, vous l'avez dit, on a joué pour le compte de la 7e journée du championnat national de handball division excellence, joué hier vendredi et riche en surprise dans le groupe A. L'ES Ain Touta qui a infligé au GS Pétrolier son premier revers de la saison, alors que dans la poule B, la GS Skikda s'est inclinée face au CR Borj Bouarerej. Les résultats pour la poule A, groupement sportif des pétroliers 24, l'ES Ain Touta 26. La GS Saoura a été battue par le CR Barraqi 23-19. Le ES Arze a battu le HBC Albiar 27-21. Le CR Al-Harrouch a battu Shelrom Laïd 29-25. Le ES Ain Touta est en tête de ce groupe A avec 12 points. Dans la poule B, le match était à suivre entre le CR Borj Bouarerej et la GS Skikda qui était revenu aux Borgiens, et c'est l'ISC Bourgla qui est en tête du classement avec 11 points. Enfin, en volleyball, vous l'avez dit, le coup d'envoi du championnat national féminin de volleyball national 1 a été encore une fois reporté. Lui qui devait débuter hier. La raison, c'est les finances pour la plupart des équipes. Et quand on sait que la région de Béjaïa, c'est eux qui ont boycotté le championnat, puisqu'il y a pas moins de 7 équipes qui jouent en national 1 en volleyball. Et faute de financement, ces équipes ont préféré boycotter. Ça risque de se passer pareil pour les garçons le week-end prochain. Bonne chance à toutes ces fédérations. Merci Maya. Merci. Et bon repos, du miel, de l'huile d'olive, du sommeil, beaucoup de sommeil. Surtout. Voilà, et ça reprendra. Et pas Merci, du Hakim. pas du C'est pas du you. Faut arrêter les mariages. Ça y est. On a dit 1 sur 2 semaines. 1 sur 2 semaines. Camarades, merci à vous tous. On vous souhaite une excellente journée. À demain.